Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 38 de Bleach Thousand Year Blood War, épisode 12 de la partie 3 qui met enfin en scène la confrontation finale entre Bazz-B et Yugram, et c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. J'en ai parlé plusieurs fois à travers plein de vidéos, cette histoire de flashback sur les Quincy entre les deux personnages. C'est un truc que j'avais très envie de voir dans l'animé pour plusieurs raisons, parce que je m'attendais à des rajouts notables, je m'attendais possiblement à ce qu'on ait un peu plus de développement par rapport au passé des Quincy et tout ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Visiblement, ils ont choisi d'adapter le flashback exactement de la même manière que dans le manga. On a 2-3 répliques qui changent, on a une petite scène en plus où on voit un peu plus de contexte par rapport à Yua qui attaque le clan de Bazz-B. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de vraiment notable et il n'y a pas vraiment ce que j'attendais. Donc de ce côté-là, je suis un petit peu déçu. Mais par contre, en termes d'adaptation, en termes d'animation, au niveau des musiques et tout, cet épisode était très bon. J'ai pas grand-chose à critiquer à ce niveau-là, parce que c'était vraiment très bien foutu, surtout le flashback, les couleurs et tout, c'était très cool. Donc en termes d'adaptation, pas de soucis, l'épisode était très bien. Mais c'est plutôt au niveau des rajouts que j'espérais que je suis un peu déçu. Et on en parlera plus en détail à la fin de la vidéo, mais comme toujours avant de commencer, je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like, et aussi à vous abonner pour soutenir la passion de Bleach. Et maintenant que c'est dit, résumons un peu ce qui se passe dans ce flashback, parce qu'à l'instar du manga, tout n'est pas clair. Genre on nous dit pas exactement où et quand tout ça se déroule, et pour avoir des éléments de réponse, faut se baser sur d'autres informations qu'on a déjà. On sait par exemple que 1000 ans avant le début de cet arc, Yua a tenté d'envahir Soul Society avec son armée, après avoir pris possession de la plupart des terres du monde humain. On peut donc en déduire que ce flashback se passe un peu plus de 1000 ans avant le début de l'arc, probablement une dizaine d'années avant que les Quincy ne soient vaincus par les 13 sanguinaires, une scène qui nous est montrée dans la partie 1 de l'anime. Et comme on nous dit qu'il a vécu 200 ans avant ça, on peut supposer qu'il est né environ 1200 ans avant le début de l'arc, mais c'est pas le sujet. Parlons plutôt de l'endroit où se déroule ce flashback, et ça c'est facile à déterminer puisque ça ne peut se passer que dans le monde humain, logique. On comprend donc que 1000 ans auparavant, ce monde était sous le joug de l'empereur Quincy, qui a établi ce qu'il appelle le Lichtreich, ou l'Empire de Lumière en français. Et tout ça, évidemment, ça soulève plein de questions intéressantes auxquelles on n'a pas de réponse, d'où ma déception quant à l'absence de rajouts significatifs, mais comme j'ai dit, on en reparlera. Pour le moment, concentrons-nous sur la rencontre entre nos deux jeunes Quincy, avec un Bazz-B qui semble fidèle à lui-même alors que Yugo, lui, était vraiment différent de ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, c'était un simple enfant Quincy, incapable de manifester ses pouvoirs et qui n'était pas vraiment doué pour quoi que ce soit. En plus de ça, il était battu par son oncle, qui était sa seule famille, et c'est encore plus criant dans l'animé quand tu vois tous les bleus qu'il a sur le corps, sans parler du moment où on entend la voix glauque de son oncle qui l'appelle, probablement avec l'intention de le martyriser. Pour lui, c'était donc un peu la merde, alors que pour Bazz-B, tout allait bien. Genre il vivait avec sa famille dans un château et sa maîtrise des arts Quincy était déjà prometteuse, alors que c'était qu'un gosse. Il a donc pris Yugo sous son aile en quelque sorte, et je trouve leur relation vraiment intéressante. Déjà, ils font partie des rares Sternritter qui ont droit à un peu de développement, mais en plus leur lien est assez complexe, dans le sens où les deux ont leur tort dans l'histoire, en tout cas de mon point de vue. Et c'est marrant que Bazz prenne Yugo pour son second quand on sait qu'à la fin, c'est lui qui devient commandant des Sternritter. Mais en attendant, après leur rencontre, le château où vivait Bazz va être réduit en cendres par Yua et ses hommes. Une scène qui est bien plus mise en avant dans l'animé puisqu'on voit clairement le truc. Et en vrai, je trouve pas ce rajout incroyable, parce qu'en le voyant, je me demande encore plus pourquoi le clan de Bazz-B s'est fait fumer comme ça gratuitement. Évidemment, c'est sûrement une histoire de conquête de territoire et tout ça, étant donné que Bazz dit qu'à l'époque, Yua contrôlait tous les territoires du Nord. Une notion qui est pas forcément claire, mais peu importe. Quand tu veux conquérir une zone, tu fumes pas tout le monde sans réfléchir pour te barrer ensuite en laissant tous les objets de valeur. C'est un peu bizarre comme façon de faire. Je dis pas que c'est pas explicable, mais justement, ils auraient pu profiter de ce rajout pour nous dire par exemple que le clan de Bazz était dissident, ou que certains avaient mal parlé de Yua, j'en sais rien. Ça aurait permis d'insister sur le fait qu'il était une sorte de dictateur sanguinaire à l'époque de la gloire du Lichtreich. Là on dirait juste des barbares qui viennent fumer des gens gratos, mais bon je dois être le seul à me prendre la tête avec ça, donc passons. Ce qui compte surtout ici, c'est que cet événement va sceller le destin des deux jeunes Quincy, puisqu'ils se font alors la promesse de se rapprocher de Yua pour se venger de lui. Sauf qu'après quelques années, Yugo reste toujours aussi nul, et tout ce qu'il peut faire c'est s'entraîner à l'épée, ce qui est assez ironique pour un Quincy. Surtout que Bazz se développe de plus en plus vite, et comme toujours il se prend pour un génie alors que Yugo a vraiment zéro confiance. Genre les deux sont complètement opposés, et parfois on a l'impression que Yugo suit Bazz parce qu'il a pas le choix, et non pas parce qu'il partage l'ambition de tuer le Quincy originel. C'est pour ça que le moment où il tombe enfin sur lui est très significatif, puisque cette rencontre symbolise la rupture du lien entre les deux jeunes, mais aussi le changement radical qui s'effectue chez Yugo. Déjà il apprend par Yua qu'il est unique en tant que Quincy car il possède le don de partage tout comme lui, même s'il peut pas transférer du pouvoir aux autres pour le récupérer ensuite. C'est d'ailleurs grâce à ce pouvoir que Bazz parvient à s'améliorer si vite, ce qui veut dire qu'en réalité, même s'il est doué, sa force ne vient pas seulement des efforts qu'il a fournis en s'entraînant. De ce fait, Yugo est donc choisi pour devenir le bras droit de Yua, qui lui fait bien comprendre qu'il est loin d'être le fardeau inutile qu'il pense être. Et avec ça, Bazz se sent humilié car il juge qu'il est bien plus fort que lui, qui dans le fond n'est qu'un incapable qu'il garde par pitié. Forcément, Yugo est déconcerté par tout ça et les regards qui se lancent sont incroyables. Tu ressens tout autant l'incompréhension et le malaise dans ses yeux que la rage de Bazz-B, qui est dégoûté de pas avoir été reconnu par Yua.
Pourtant ils sont censés vouloir se rapprocher de lui pour le buter, donc ça devrait être une bonne nouvelle, mais ils supportent pas cette humiliation. Et à la fin c'est les paroles de l'empereur Quincy qui mettent fin au trouble, car en disant à Yugo qu'il a besoin de lui, il prononce selon moi la phrase que celui-ci a toujours voulu entendre. Après tout, de son propre aveu, Baz a pas vraiment besoin de lui, et en plus il rage en apprenant que pour une fois il a un rôle à jouer. C'est pour ça que Yugo protège instinctivement Yua de la flèche de Baz, qui avait complètement pété un câble en l'attaquant de front. Mais en vrai, on peut interpréter ça de plusieurs façons et je vais pas rentrer dans les détails de la relation entre ces deux persos aujourd'hui, car j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans ma vidéo sur Yugram, donc si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller voir ça. Par contre, la transition entre le flashback où il arrête la flèche et le retour dans le présent où il fait la même chose était vraiment stylé. C'est un passage que j'adore dans le manga et là ça rendait encore mieux, faut bien le dire. Mais en tout cas, 5 ans après avoir été recruté par Yua, Yugo deviendra le commandant des Sternritter, la nouvelle armée créée dans le but d'envahir Soul Society. On peut donc supposer que tout le monde humain est alors sous le contrôle des Quincy, vu que Seydritz dit qu'il n'y a plus de territoire à conquérir quand l'empereur parle de fonder les Sternritter. D'ailleurs, si vous aviez oublié, ce fameux Seydritz, on le voit sous forme de cadavre calciné pendant le Bankai de Yamaji. Et c'est pareil pour les deux autres, là Hubert et je sais plus qui, qu'on voit aussi pendant ce flashback, qui rappelons-le se passe quelques années avant qu'ils se fassent massacrer par les 13 sanguinaires. Quoi qu'il en soit, à cette époque, même si Baz a réussi à rejoindre les Sternritter, comme on le disait, sa relation avec Yugo n'existe plus, et il est en quelque sorte inatteignable de par son rang, sans compter qu'il répond jamais à ses provocations. Il pourra régler ses comptes avec lui que 1000 ans plus tard au Varvelt, et comme vous l'avez vu, ça se termine très mal puisqu'il est massacré par son ancien ami qui est maintenant beaucoup plus fort. C'est donc une fin amère et triste pour Baz qui a été très bien mis en scène dans l'anime, et pour le coup j'ai trouvé sa mort plus impactante que dans le manga. Après je sais pas comment vous voyez ça, mais pour moi il est pas sans reproche non plus. Genre c'est pas Yugram qui trahit son pote et qui le tue froidement comme une pourriture. C'est plus compliqué que ça de mon point de vue, et comme j'ai dit, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Yugram si ça vous intéresse. Mais en attendant, le problème c'est qu'ils ont pas profité de ce flashback pour apporter des réponses à certaines questions, qui selon moi valent le coup d'être explorées. Comme je le disais, je suis un peu déçu à ce niveau parce que c'était un peu le moment idéal pour avoir des rajouts significatifs, qui auraient permis de répondre à certaines questions en lien avec le premier assaut Quincy notamment. Pour moi il y a trop de points d'ombre. Genre pendant cette bataille il y a 1000 ans, où étaient Yugo et Bazby? Parce que s'il y avait Hubert et compagnie, il y a aucune raison que eux n'aient pas participé, et c'est étonnant qu'il y ait jamais aucune mention de ça. D'ailleurs c'est pareil pour quasiment tous les Sterns qu'on connaît. Ils étaient forcément déjà présents dans l'armée il y a 1000 ans, puisqu'après l'assaut, Yua s'est retrouvé scellé. Ce qui fait que pendant presque un millénaire, il a pas pu recruter qui que ce soit logiquement. Certes, avant de repartir à l'assaut, il a pu envahir le Wekomundo et tout ça, mais bon, à ce stade, des Quincy, il y en a plus. Et vous allez me dire, au pire, Osef, c'est pas important, mais regardez le flashback d'Aznot. Quand Yua va le recruter, on dirait qu'il est dans un hôpital plutôt récent. Genre j'ai pas l'impression que ça, c'est il y a plus de 1000 ans, donc ça se passe quand ce délire? Après peut-être que j'ai raté un truc, hein, dites-moi. Ou alors tout le monde s'en fout, mais moi j'aimerais bien des réponses, parce que même si on peut expliquer tout ça et faire des suppositions, je trouve que le fait de jamais y mentionner, c'est un peu dommage. Pareil, comment ils sont passés de ça à ça? Genre comment tu passes de Yua vaincu sur un tas de cadavres avec son armée décimée, à eux cachés dans une dimension des ombres au sein même du Seireitei sans que les Shinigami aient pu finir le travail? Bah j'ai bien peur qu'on n'aura jamais la réponse. Ou alors peut-être en partie 4, faut espérer, mais bon. Là c'était le moment parfait pour étendre ce flashback et étoffer tout ça. Pareil, c'était aussi un bon moment pour développer un peu les relations entre Quincy et Shinigami, même si bon, c'est peut-être un peu trop demandé et on a déjà eu un flashback inédit entre Ichibei et Yua. Mais franchement, pour moi, il y avait largement moyen d'apporter plus de substance à toute cette histoire, et je trouve ça un peu dommage qu'ils en aient pas profité. Genre j'aurais bien vu un double épisode final entièrement inédit qui nous raconte plus en détail le premier assaut Quincy, mais on sait d'ores et déjà que ce sera pas le cas, puisqu'on a le titre de l'épisode 39 et en plus on peut retrouver le synopsis sur le site de l'anime. On va donc finir en parlant de ce fameux double épisode final, car si vous avez pas encore compris, cette partie 3 ira jusqu'à l'épisode 40. Et même si c'est mort pour cette histoire de flashback étendu, ces deux épisodes s'annoncent quand même incroyables. Par contre, pour parler de ça, on va forcément spoiler, donc si vous avez pas lu le manga, c'est ici que vous descendez du bus, sauf si vous vous en foutez des spoils, mais ce serait dommage de se gâcher la surprise. En tout cas, avec ce qu'on sait, on peut garantir que ces deux épisodes vont se focus sur la résolution du conflit entre Ryu et Ichigo. Enfin, résolution entre guillemets, car je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère quand même que ce sera différent par rapport au manga. Dans l'œuvre originale, Ryu est pardonné un peu vite à mon goût, même si c'est assez compréhensible car on le voit quasiment pas à l'œuvre, et il fait aucune des dingueries qu'il fait dans l'anime. Donc là j'espère que la scène sera plus conséquente, parce qu'Ryu est vraiment allé loin pour jouer son rôle et j'espère qu'ils vont pas tout mettre sous le tapis, et jamais mentionner le fait qu'il a tué Shutara, sans compter qu'il a aussi gravement blessé Ichigo et Renji. D'ailleurs Renji on devrait le revoir, puisque si l'anime nous montre la résolution du conflit Ichigo-Ryu, ça veut dire qu'on aura forcément le début des combats d'Askin et de Gerard qui se lancent avant ça. Et vu que Renji est censé participer, je suis impatient de voir qui va le remettre sur pied après sa défaite contre Ryu. Et ça me fait penser qu'on devrait avoir aussi la fameuse scène de la honte, qui se déroule un peu avant qu'Ichigo ne retrouve Ryu au Varvelt. Donc ça aussi j'ai hâte de voir comment ce sera mis en scène, même si j'avoue que j'ai très peu d'espoir. Le Ichigo qui mange le sol contre Askin, on va l'avoir, c'est presque garanti à ce stade. Après, jusqu'où ils vont nous montrer ces combats, ça je sais pas. Mais si c'est comme le manga, on devrait déjà avoir des trucs de fou, genre le Shrift de Gerard en action, et ça je l'attends de pied ferme.
Mais je pense que l'épisode va surtout se concentrer sur Ichigo et Uryu. Genre ça pourrait finir sur le Quincy qui s'apprête à affronter Yugram alors que le Shinigami remplaçant et sa team se dirigent vers Yua. On pourrait même assister au seul moment de gloire de Chad et Ganju dans le manga. Mais ça me semble être un bon point d'entrée pour lancer la partie 4, et si ça se passe comme ça, cette partie aura plus que 24 chapitres à adapter, ce qui laisse de la place pour énormément de contenu inédit. Ah et j'ai oublié, mais il y a aussi la fin de l'île Barrow qu'on n'a pas encore vue. Donc ça aussi, logiquement, ça devrait être dans le prochain épisode. Du coup, les fans de Kira seront sûrement contents, mais moi j'avoue que je suis déjà en train de me demander ce que va donner la partie 4, qui quoi qu'il arrive sera historique. Mais bon, profitons déjà de ce double épisode final qui s'annonce incroyable. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer par rapport à Askin et Gerard, et je pense qu'il y aura pas mal de trucs à dire quoi qu'il arrive. En attendant, comme toujours, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cet épisode en commentaire et à me dire ce que vous attendez pour le grand final, parce que moi là je suis beaucoup trop hype. Mais d'ici là, c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.